cette belle présentation de ma biographie, de mon œuvre. Donc, je suis heureux d'être ici pour la première fois, pour assister pour prononcer cette conférence dans le cadre de cette magnifique foire du livre, donc je viens de découvrir, parce que justement je ne connaissais pas encore cela. Donc je remercie d'être venu pour entendre une conférence que j'ai consacrée au problème précisément du progrès, et que j'ai voulu intituler Progrès et catastrophes, à partir de la pensée de Walter Benjamin, de Ernst Bloch, de Günther Anders. Donc, d'abord une petite rétrospective historique sur le concept du progrès. Je pense que ça s'impose, on ne peut pas discuter du progrès sans définir bien le terme. Parce que, on dit, le proverbe dit, voilà, on n'arrête pas le progrès. Le progrès, c'est quoi? C'est de la seconde moitié du XVIIIe siècle, le concept de progrès est devenu, pour ainsi dire, le concept clé des modernistes et de tous ceux qui, au nom de la science, de la raison, de la justice, s'opposaient aux ténèbres et à l'ancien régime, identifié avec l'absolutisme et la royauté et du pouvoir de l'aristocratie. C'était le mot d'ordre majeur avec celui de l'égalité, de liberté, de raison et de république de la Révolution française, à savoir l'arme intellectuelle et politique de premier ordre dans le combat à mort pour la République, pour la citoyenneté, pour la liberté. Et dans la bataille des idées, il occupait aussi tout au long du XIXe siècle une place privilégiée, opposant les défenseurs de lumière, de la raison, de la liberté, de la justice, de l'égalité, de la fraternité, aux forces du passé, autrement dit aux ténèbres, aux réactionnaires, aux mystiques, à l'Église, au clergé, et à tous ceux qui, attachés aux valeurs conservatrices prônées par l'Église catholique, regrettaient la chute de la monarchie, tout en combattant les acquis de la Révolution française et des citoyens éclairés. Assez tôt, donc, le concept de progrès était devenu, au courant du XIXe siècle, l'allié privilégié du républicanisme, du socialisme aussi, ainsi que de toutes les forces sociopolitiques bataillant pour une société meilleure, et notamment pour l'amélioration de la condition des ouvriers, des artisans, des classes défavorisées. Mais c'était aussi en même temps l'allié privilégié des sciences, de l'esprit scientifique moderne, déjà au XVIe, XVIIe siècle, avec Copernic, avec Galilée, avec Newton, l'esprit scientifique affirmé dans le domaine de la philosophie notamment par René Descartes, par Leibniz, par Emmanuel Kant. C'est l'alliance du progrès et de la raison, cet autre concept clé majeur du XVIIe et XVIIIe siècle, qui a permis la naissance du mouvement des Lumières, avec Voltaire, avec Jean-Jacques Rousseau, avec Condorcet en France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec Kant, Fichte, Hegel en Allemagne, donc au XVIIIe et XIXe siècle. Et la devise de ce mouvement de lumière était le sapere aude, oser, savoir, connaître, sans référence explicite au dogme théologique. Et ainsi Kant opposait-il à la croyance aveugle et au dogme religieux de l'Église, l'observation empirique des phénomènes ainsi que la logique des mathématiques comme principe majeur d'une connaissance rationnelle qui se voulait décidément scientifique. Il est indéniable de constater donc, que les concepts de progrès, de science et de rationalité est largement dominé dans la pensée du XIXe siècle, ayant été déifié même, en un sens, par Auguste Comte, dont le rayonnement avait été si grand que le Brésil, après son indépendance en 1818, a immédiatement inscrit le mot d'ordre contient ordre et progrès dans son drapeau national. Donc, abstraction faite de sa signification physicaliste, donc le mot progrès
désigne bien, depuis le XVIIIe siècle, la progression de l'humanité, la croissance continue de savoir, de ses capacités, du bonheur. Et en tant que processus linéaire, cumulatif, le progrès est ainsi, quelle que soit son interprétation, toujours identique avec le mouvement historico-social vers la bonne direction qui caractérise l'humanité moderne, à la différence précisément des temps barbares. Or, comme le souligne entre autres Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin et l'école de Francfort en général, absolument rien ne garantit qu'il ne puisse y avoir, en dépit de cette évolution linéaire, des arrêts et des interruptions du progrès, et même des rechutes brutales dans la barbarie, comme cela s'est produit en Europe au XXe siècle, notamment avec l'avènement du nazisme. Mais en général, la conceptualisation du progrès a toujours été accompagnée par une tentative de transformation du progrès en praxis idéologique. Un exemple. L'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain a été écrite par Condorcet en 1793, en pleine Révolution française, au milieu des combats et des controverses les plus violentes. Étymologiquement, le mot de progrès a bien ses origines dans le mot latin progressus et progression, dont dérive le terme français de progrès, ainsi que le terme anglais de progress. Il est synonyme de l'action d'avancer, de la marche en avant, d'une temporalité non cyclique, d'un temps créateur, selon la définition donnée par l'Encyclopédie philosophique universelle. En allemand, cela donne le terme progress ou germanisé, Fortgang, Fortschritt, der Fortschritt. Qu'est-ce que c'est der Fortschritt? Donc c'est un terme habituellement associé au terme de perfectibilité, de perfectionnement, en allemand, Vervollkommnung, Verbesserung, désigne tous un mouvement spatio-temporel vers le futur. Et c'est cet Emmanuel Kant qui a utilisé pour la première fois le terme de progrès, progress, dans son livre Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolite de l'année 1784. Il est étroitement associé au concept de l'histoire et à la philosophie de l'histoire universelle, ce qui permet aussi à Hegel, admirateur de la Révolution française et de Napoléon, de définir ultérieurement l'histoire universelle comme progrès ou progression de l'humanité dans la conscience de la liberté. Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Donc un progrès dont nous devons absolument reconnaître la nécessité, puisque pour lui, Hegel, la finalité du monde, Endzweck der Welt, est bien la conscience de l'esprit de sa liberté, et ainsi par conséquent de la réalité de sa liberté. Et Schelling, qui avait été spécialement nommé à l'université Humboldt de Berlin par le roi de Prusse pour contrer Hegel, dont la dialectique lui était suspecte, mais cependant tout de suite un bémol à ce concept, bien trop optimiste du progrès, à son avis, en soulignant qu'on ne devrait pas automatiquement conclure de ce concept de progrès à la perfectibilité du genre humain, parce que les humains seraient toujours enfermés dans un cercle éternel d'action dans lequel ils se meuvent sans cesse, telle une ixion sur sa roue. Et simultanément, Schelling évoque la grande confusion à propos du problème de savoir à quelle aune le progrès devrait encore être mesuré, puisque d'un côté, les uns ont tendance à souligner les progrès moraux de l'humanité, tandis que les autres mettent carrément l'accent sur le progrès dans les arts et la science, ce qui représenterait aux yeux de Schelling plutôt une régression anti-historique. Pour Kant, le progrès ne s'arrête pas. Vous voyez, ça s'arrête pas, car comme le philosophe de Königsberg le note, dans la seconde critique, la critique de la raison pratique, la critique, pour un être raisonnable, mais fini, il n'y a pas de possible qu'un progrès à l'infini des degrés inférieurs au degré supérieur de la perfection morale. Ou celui-là que peut s'étendre son existence, et même au-delà de cette vie. Pour Rousseau, qui refuse d'identifier progrès intellectuel et moral, l'idée de progrès est identifiée et enchevêtrée pour l'essentiel avec trois termes
et concept indissoluble. La démocratie, hein, 2. L'individu autonome, le citoyen, 3. L'État, qui doit nécessairement se transformer en état de raison. L'homme comme sujet autonome, capable de se donner ses propres lois, est par définition même libre. Il est le maître de son destin. Et le progrès peut bien conduire, associé à une volonté générale du changement, à la révolution, ce qui explique Rousseau dans le contrat social. Schelling, loin de partager cet optimisme de progrès de Kant ou de Rousseau, dont le nom est indissociable de la Révolution française, ne veut admettre pour sa part, en ce qui concerne le progrès, que des petites approches, des petits pas en direction de la finalité ultime de l'esprit du progrès envisagé par Hegel. Car toute autre chose ne serait que pure croyance, mais à la fin du XIXe siècle, nous assistons déjà à une contre-attaque spectaculaire, à une mise en cause de la pensée du progrès de la part d'un philosophe allemand plutôt progresso-sceptique, agitant le marteau. Je parle bien sûr de Friedrich Nietzsche, qui évidemment, influencé par le pessimisme civilisationnel de Schopenhauer, rejette la philosophie du kantisme et sa croyance dans la raison morale universelle au nom d'un vitalisme biologique et anthropologique qui procède ainsi en même temps à la mise en abîme de la pensée du progrès et du progressisme des Lumières, notamment par sa théorie de l'éternel retour du même, empruntée à Auguste Blanqui, excluant toute idée d'un progrès réel de l'humanité. Donc, selon le sociologue Max Weber, je continue l'historique, nous devons donc faire la distinction entre 3 dimensions du progrès. 3 dimensions du progrès sont, premièrement, le progrès en tant que rationalisation du monde, selon le modèle de la science moderne. Cette rationalisation qui imprègne la société entière. Deuxièmement, le progrès en tant que rationalisation d'ordre éthique, fondée surtout sur l'autonomie de l'individu. Et troisièmement, le progrès en tant que sphère des valeurs, des représentations, des sentiments. Ces 3 sphères se recoupent, si bien que la science peut en effet asservir l'homme au nom du progrès. Et dans ce monde des désenchantements, Entzauberung, la rationalité formelle, se soumettant à toutes les sphères du monde et de la vie, risque en effet de mettre en péril le monde vécu des individus et des citoyens, contraints à se comporter toujours dans une société se massifiant, à cause des progrès constants de l'industrialisation, selon les impératifs d'une rationalité finalisée, la fameuse Zweckrationalität de Max Weber, donc qui est celle du capitalisme. Au début du XXe siècle, le marxisme et le socialisme se sont emparés tous deux du concept du progrès, comme fer de lance idéologique pour combattre l'ordre économique-social du capitalisme moderne, de la société bourgeoise, et pour mobiliser la classe ouvrière, une partie de la petite bourgeoisie, pour un projet de société plus égalitaire, plus juste, plus fraternelle, abolissant les grandes inégalités et les injustices sociales. Et ce combat était aussi mené par les socialistes, notamment par Jean Jaurès, au nom d'un républicanisme démocratique, patriotique et social, au nom de la laïcité et d'un projet de paix pour les pays européens, pour contrer le nationalisme belliqueux. Mais il y avait aussi des partis politiques de la droite et du centre, en France et en Allemagne, qui se réclamaient du progrès, mais en lui donnant un contenu différent, au sens précisément de la croyance dans les bienfaits de l'industrialisme ou de la croissance industrielle et du bien-être garanti par la société du marché. Georges Sorel est à citer parmi ceux qui ont le premier critiqué cet illusionnisme du progrès, en dénonçant le discours mou d'un État promoteur du progrès, calme et sans grandeur, d'un confort anesthésiant, d'un conformisme étouffant. Sorel, dans son livre « Les illusions du progrès » de 1920. Mais du côté du socialisme, le combat pour le progrès social est devenu, depuis la fin du XIXe siècle, le mot d'ordre de combat numéro 1 de tous les programmes politiques de la social-démocratie allemande et du socialisme, des socialistes français, dont les 2 principales composantes,
1. Les socialistes marxistes de Jules Guesde, et 2. Les socialistes réformistes républicains de Georges Jaurès, ont été réunis dans un seul parti, le SFIO, en 1905. Malgré l'assassinat de Georges Jaurès par un nationaliste à Paris le 31 juillet 1914, ce programme ciblant sur le progrès social a remporté la victoire par les élections en France en 1936. Donc, c'était la victoire du Front populaire, c'était la victoire, notamment guidée par Léon Blum, icône du socialisme réformateur français et d'un républicanisme qui, pendant 2 ans, dans une coalition des socialistes avec le Parti radical, a mis en œuvre certaines grandes réformes sociales dont la France avait absolument besoin, par exemple les congés payés pour les travailleurs. Or, l'échec du Front populaire en 1938 et celui de l'Espagne républicaine en 1939, cette victoire simultanée d'Hitler, de Franco et de Mussolini en Europe, était évidemment un terrible revers pour toutes les forces du progrès. Non seulement en Espagne et en France, et c'est sans nul doute ce sentiment de l'échec et simultanément de la prise de conscience de la course de l'humanité sous la férule du fascisme vers l'abîme et vers la catastrophe qui avait motivé Walter Benjamin à rédiger au printemps de l'année 1940, quelques semaines seulement avant l'occupation de la France par la Wehrmacht, les thèses sur le concept de l'histoire. Ces 18 thèses, à savoir ces thèses historico-philosophiques, geschichtsphilosophisch, qui dans l'après-guerre sont devenues les thèses philosophiques les plus connues, les plus citées de l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, en concurrençant directement du point de vue de leur importance philosophique les 9 thèses de Marx sur Feuerbach. Or, la critique du progrès en tant que continuum de l'histoire tel qu'il est défendu non seulement par les partisans de l'historicisme, mais aussi par la social-démocratie, figure en effet au centre des thèses de Walter Benjamin. C'est donc tout autre chose qu'un hasard que Benjamin évoque. Dans la 9e thèse, ce célèbre tableau de Paul Klee intitulé Angelus Novus, montrant l'ange de l'Apocalypse, étendant large ses ailes, à travers lesquelles souffle la tempête venant du paradis, si violemment que l'ange ne peut plus le refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. Fin des citations. J'ai cité la traduction de cette thèse faite par Maurice de Gordillac, Rainer Rochlitz et Pierre Rusch chez Gallimard, donc réédité en 2000 chez Gallimard. Et c'est dans la thèse suivante, la 10e thèse, que Benjamin explicite son interprétation de ce tableau de Paul Klee, en stigmatisant les politiciens de l'époque, en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir, et qui maintenant, c'est-à-dire après la victoire du fascisme, gisent à terre, ou aggravent encore leur défaite en trahissant leur propre cause. Le point de départ est, affirme Benjamin dans cette même thèse, que la foi aveugle de ces mêmes politiciens dans le progrès, leur confiance dans le soutien massif de la base des masses, et finalement leur adaptation servile à un appareil politique incontrôlable, n'étaient que 3 aspects de la même réalité. Cette critique de Benjamin vise donc sur l'arrière-fond de la défaite du mouvement ouvrier allemand, de la gauche allemande dans son ensemble face au fascisme hitlérien en 1933, et de la défaite de la République espagnole face à Franco en 1939, donc les dirigeants sociaux-démocrates et communistes qui avaient en effet, comme l'attestent tous les documents de l'époque, incroyablement sous-estimé la dangerosité d'Hitler en s'accrochant dogmatiquement à une théorie du progrès qui excluait a priori une telle régression de l'histoire et qui, au lieu d'organiser avec lucidité les masses dans la résistance contre le fascisme, les avait tenues dans l'illusion qu'Hitler ne serait qu'un phénomène temporaire qui ne pourrait pas rester au pouvoir plus longtemps que 3 mois et qui disparaîtra aussitôt. On en a eu pour 12 ans. Bon, en outre, je vous rappelle l'histoire, vous savez bien que la centrale syndicale ADGB, dirigée par les SPD, avait aussi
en faisant preuve d'une naïveté incroyable, fêté ensemble avec les nazis, avec le parti nazi NSDAP, le 1er mai 1933, rebaptisé Fête du travailleur allemand. Ils ont fêté le 1er mai ensemble avec les nazis, ignorant complètement le fait que les nazis avaient déjà préparé d'avance des listes pour arrêter le lendemain tous les dirigeants syndicalistes pour les envoyer dans les camps de concentration. Comment de telles horreurs sont-elles possibles? Donc, selon Walter Benjamin, c'est l'argumentation de la 11e thèse, c'est cette croyance aveugle dans le progrès et un certain conformisme dès l'origine inhérent à la social-démocratie qui a contribué à cette défaite spectaculaire du mouvement ouvrier allemand face au fascisme hitlérien. Je cite, « Rien n'a plus corrompu le mouvement ouvrier allemand que la conviction de nager dans le sens du courant. À ce courant qu'il croyait suivre, la pente était selon lui donnée par le développement de la technique. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour s'imaginer que le travail industriel qui s'inscrit à ses yeux dans le cours du progrès technique représente un acte politique. Le programme de Gotha porte déjà les traces de cette confusion. Or, Marx avait critiqué ce programme, et surtout la phrase « le travail est la source de toute richesse et de toute culture », en objectant que celui qui n'a que sa force de travail à vendre est nécessairement l'esclave des autres hommes qui se sont érigés en propriétaires. Et c'est sur cette même ligne et dans la même logique que Walter Benjamin s'en prend alors à cette identification du progrès avec le travail industriel, en attaquant les prises de position respectives du théoricien social-démocrate Joseph Dietzken, pour lequel le travail est le messie des temps modernes. Cette conception du travail, caractéristique d'un marxisme vulgaire, objecte et commente Walter Benjamin, ne prend guère la peine de se demander en quoi les biens produits profitent aux travailleurs eux-mêmes tant qu'ils ne peuvent en disposer. Et n'envisage que les progrès de la maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. Elle présente déjà les traits technocratiques qu'on rencontrera plus tard dans le fascisme. Et à cette conception, donc à cette vision positiviste du travail, défendue par la social-démocratie allemande, et notamment par Dietzken, Benjamin préfère-t-il apparemment de loin opposer celle utopiste de Charles Fourier, à savoir les fantastiques imaginations d'un Fourier qui ont fourni matière à tant de railleries, mais qui révèlent quand même, affirme-t-il, un surprenant bon sens. Or, bien qu'on puisse comprendre ce jugement sévère de Walter Benjamin, visant avant tout la social-démocratie allemande, accusée de propager un marxisme vulgaire et de s'immobiliser avec une confiance aveugle dans le progrès, dans le contexte historico-politique de l'époque, il est quand même étonnant, dirais-je, que Benjamin réserve ses critiques presque exclusivement aux sociodémocrates, en passant sous silence les graves erreurs commises par les communistes allemands et l'internationale communiste dirigée par Staline entre 1929 et 1933, qui ne sont pas moins responsables pour la victoire de Hitler en Allemagne en 1933. La phrase critiquant en même temps la soumission sous les ordres d'un appareil politique incontrôlable peut cependant être interprétée comme une allusion à l'appareil bureaucratique du Parti communiste à l'époque de Staline. Car avec leur campagne contre le soi-disant social-fascisme, avec leur stigmatisation des socialistes comme ennemis politiques intérieurs numéro 1, avec leur alignement aveugle et docile aux ordres souvent incompréhensibles reçus de Moscou par Staline, avec leur dogmatisme marxiste-léniniste et leur sectarisme qui les avait conduits, entre autres, à partager leur salle de réunion avec les nazis en 1933 et à refuser la constitution d'une union de la gauche, c'est-à-dire d'un front populaire allemand, pour faire barrage aux nazis, comme Heinrich Mann et le cercle de Lutetia l'avaient exigé, mais apparemment trop tard. Donc ils ont profondément divisé la gauche au moment même où l'extrême droite, c'est-à-dire le Parti national-socialiste, progressait énormément aux élections en exploitant les effets désastreux de la grave crise économique bancaire mondiale de 1929, crash de Wall Street, etc. Donc divisée ainsi en deux blocs politiques irréconciliables, la gauche était donc amenée à perdre les élections législatives de janvier 1933, où les nazis obtenaient 44% des voix et des sièges au Reichstag, le Parlement allemand, à Berlin. Alors que unis
elle aurait pu obtenir la majorité et repousser l'offensive politique de l'extrême droite. Vous voyez qu'il y a un certain parallélisme avec la situation française actuelle. J'espère donc que les pires prévisions ne vont pas s'accomplir, mais le danger est là, et à mon avis, il est réel. Il y a un parallélisme, justement, à cause de cette incroyable division de la gauche, deux blocs irréconciliables, qui se tirent dessus, alors qu'ils auraient dû s'unir d'urgence pour faire un front commun contre l'extrême droite et la montée des populismes nationalistes, fascistes, etc. Voilà, donc, mais voilà, ces partis sont aveugles. Benjamin est de ceux qui critiquent les premiers ce côté, évidemment, décevant, justement, des organisations politiques. Donc, dans la 13e thèse sur le concept d'histoire, Benjamin reprécise sa critique de l'optimisme du progrès en affirmant que la social-démocratie a été guidée par une conception du progrès qui ne s'attachait pas au réel, mais émettait une conception dogmatique. Le progrès, tel qu'il se peignait dans la cervelle des sociaux-démocrates, dit Benjamin, était premièrement un progrès de l'humanité elle-même. Il était deuxièmement un progrès illimité, correspondant au caractère indéfiniment perfectible de l'humanité. Il était envisagé, troisièmement, comme essentiellement irrésistible, se poursuivant automatiquement selon une ligne droite ou une spirale. Chacun de ces prédicats est contestable. Chacun offre prise à la critique. L'idée d'un progrès de l'espèce humaine à travers l'histoire est inséparable de celle d'un mouvement dans le temps homogène et vide. La critique de cette dernière idée doit servir de fondement à la critique de l'idée de progrès en général. Donc, fin de citation. Voilà, ça c'est la 13e de ces 18 thèses sur le concept d'histoire de Benjamin. Or, le progrès, donc, doit-il donc vraiment, comme le suggère Walter Benjamin, dans cette thèse sur le concept d'histoire, être fondé sur la catastrophe? Cette déconstruction du progrès, ayant été si longtemps l'étendard des Lumières et de tous les mouvements progressistes depuis le XVIIIe siècle, n'a-t-elle pas aussi comme corollaire celle de la destruction, du moins du dépassement du concept d'histoire universelle de l'historicisme et de celui de la raison de l'histoire de Hegel? Stéphane Moses a, je pense, tout à fait raison de souligner que la tendance générale de la pensée benjaminienne, clairement dirigée contre la conception hegelienne selon laquelle la totalité de la souffrance dans l'histoire est transfigurée dans la positivité de l'absolu se réalisant, devient d'autant plus manifeste, plus que la construction hegelienne de l'esprit du monde et l'idée de l'histoire du monde, en tant que jugement du monde, se brise dans la connaissance de la fragmentation chaotique de l'histoire en diverses phases et moments discontinus dans son évolution irrésistible vers la catastrophe. À ce propos, donc, l'affinité avec Adorno est manifeste, car traitant de ce même problème dans la dialectique négative, Adorno constate lui aussi que le concept d'histoire universelle, de la validité, duquel la philosophie hegelienne est inspirée, presque de la même façon que la philosophie kantienne, inspirée des sciences mathématiques, est devenue d'autant plus problématique, plus que le monde unifié s'approchait d'un processus total. En effet, il serait absurde et presque cynique, estime Adorno, de prétendre qu'il existe encore, après toutes les catastrophes du passé, un plan mondial pour la réalisation de quelque chose de meilleur se manifestant dans l'histoire. Et l'affirmation de ce pessimisme, simultanément par Adorno et Benjamin, est pour ainsi dire devenue pratiquement constitutive donc, pour ce pessimisme civilisationnel de l'école de Francfort dans son ensemble, qui contraste évidemment avec l'optimisme militant d'un Ernst Bloch qui, malgré la Shoah, malgré Hiroshima et Nagasaki, malgré l'enfer des camps de la mort nazie et celui des goulags soviétiques, n'a jamais perdu l'espoir que la construction d'un monde meilleur, sous le signe de l'espérance et de l'utopie concrète, serait possible. Donc, parce que le principe d'espérance est bien un principe malgré tout. Donc, l'œuvre d'un émigré qui vivait dans l'espoir toujours, dans tout son exil aux États-Unis. Donc,
la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc la fin du régime hitlerien, la possibilité d'après de reconstruire une Europe démocratique sur les ruines du fascisme. Donc cette déconstruction du concept d'histoire universelle de progrès qui prédominait avec ses différentes variantes pratiquement toute la philosophie de l'histoire du XIXe siècle, mais surtout dans l'école historiciste allemande de Meinecke, avait été en effet déjà préparé un peu par la critique désillusionnante de l'hegelianisme à Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption. Donc une déconstruction qui avait remporté son auteur par la radicalité de ses propos vers l'abandon pratiquement total de Hegel en faveur d'une adhésion à la philosophie du vieux Schelling et à un spiritualisme juif qui mit définitivement fin en 1921 à son hegelianisme de jeunesse. Je parle de Rosenzweig. Rosenzweig avait écrit l'Étoile de la Rédemption, vous savez, sur des cartes postales qu'il avait envoyées des tranchées, la guerre des tranchées sur le Balkan, entre 14 et 18 ans. Il existe cependant, justement signalé également par Stéphane Moses, une assez surprenante analogie entre cette critique adornienne, benjaminienne du progrès et la mise en cause d'une conception positiviste de l'histoire, prétendant vouloir reconstituer le passé en accumulant les simples faits, tout en ignorant l'utopie, à savoir la qualité essentielle de l'avenir, qui est déjà évoquée dans un des tout premiers textes et essais de Walter Benjamin, à savoir dans l'essai La vie des étudiants de 1914, et qui ressurgit, pour ainsi dire, dans les thèses de 1940, une analogie que Stéphane Moses a bien caractérisée dans son livre L'Ange de l'Histoire, de la manière suivante, je cite, « critique de l'idée du progrès, en tant que fondée sur une vision linéaire et contenue du temps historique, corrélation d'une telle vision avec une attitude politique de résignation à l'égard du présent, définition d'une méthode historique nouvelle, tendant non plus à suivre les processus historiques dans leur évolution, mais à les immobiliser, c'est-à-dire dans la synchronie et dans la diachronie, des articulations privilégiées. Identifier dans ces articulations les éléments utopiques et les évoquer sous forme d'images. Déchiffrer ce moment utopique, précisément dans tout ce qui, dans le passé, est venu contester l'ordre établi. Lire enfin la figure de l'utopie dans le double modèle théologique et politique du messianisme et de la révolution. Au fur et à mesure où le dépassement critique par Walter Benjamin de toutes les positions idéalistes et positivistes dans la philosophie cadre avec une conception théologico-politique de l'histoire, faisant une synthèse des conceptions historico-matérialistes de l'histoire avec la perspective eschatologique du messianisme juif, en privilégiant la recherche des moments utopico-messianiques dans le processus historique, ce dépassement se présente en même temps en tant que correctif à tous les aplatissements et dogmatisations dont la philosophie de l'histoire marxiste a été elle-même l'objet, surtout à cause de la prédominance du stalinisme à partir des années 1930, et en même temps, cette nouvelle façon de traiter l'histoire fait recours non seulement à un nouveau contexte métaphysiquement et religieusement approfondi de l'expérience, mais aussi à l'actualité du concept théologique de la rédemption, au fur et à mesure. Et pour ça, je renvoie à la thèse 9e, le vrai cours de l'histoire est toujours corrélé avec un autre qui transcende la facticité historique, un autre qui est d'origine théologique et qui peut se manifester dans le processus réel de l'histoire sous la forme de la rédemption. Donc la tentative de déterminer de plus près cet élément théologique utopique révèle, avec une logique qui lui est propre, qu'il y a manifestement chez Walter Benjamin l'enchevêtrement des deux traditions distinctes, premièrement de la tradition eschatologique du messianisme juif et l'identification de cette expérience avec l'attente du retour du Messie, dont la date est l'objet de calculs sophistiqués par des sages et des spécialistes initiés du judaïsme diasporique à partir du XVe et XVIe siècle. Et deuxièmement, la tradition apocalyptique du prophétisme vétérotestamentaire qui retrouve sa formulation dans la doctrine talmudique de la fin du mal, du péché et de toutes les injustices terrestres, dans l'apocalypse salutaire par l'arrivée du Messie qui inaugurera la nouvelle ère de justice et de la rédemption.
Donc la vision de cet apocalypse salutaire est aussi très présente, je voudrais souligner, dans le premier grand livre d'Ernst Bloch, L'Esprit de l'Utopie, de 1918. Mais une troisième dimension deviendra encore transparente, du moins périphériquement, dans cette théologie benjaminienne de l'histoire. Il s'agit du rêve romantique, du retour à l'âge d'or et de la restauration de l'harmonie perdue entre l'homme et la nature après la chute et l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden, car cette utopie romantique donc, de la félicité semble toujours être présente en tant que souvenir d'une unité et d'une innocence ancienne perdue. Donc s'agit-il, pourrait-on presque s'interroger, donc d'un romantisme, donc d'un restitutionnisme romantique utopique sous couvert d'un messianisme apocalyptique. Alors je voudrais revenir à la deuxième thèse, la thèse deuxième, où il est question évidemment donc du bonheur. Autrement dit Benjamin, l'image du bonheur est inséparable de celle de la rédemption. Il en va même de l'image du passé, que l'histoire fait sienne. Le passé apporte avec lui un index temporel qui le renvoie à la délivrance. Il existe une entente tacite entre les générations passées et la nôtre. Sur Terre, nous avons été attendus. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est juste de ne point la négliger. Quiconque professe le matérialisme historique sait pour quelle raison. Donc, félicitations. Voilà, donc c'était une thèse. Mais, même si le matérialisme historique, le marxisme, le messianisme juif et la théologie eschatologique constituent pour Benjamin incontestablement le cadre général de la philosophie de l'histoire, donc nul ne peut ignorer la distinction faite au cours de ces réflexions sur l'histoire entre le théologique, le royaume de Dieu d'une part, et l'ordre profane de l'autre. Comme il est aussi indéniable que Walter Benjamin souligne constamment le rapport réciproque des deux sphères, c'est-à-dire le fait que la théologie messianique obtiendrait sa plus grande signification politique en tant que cas limite extramondain, et simultanément la politique, le marxisme, acquérait la plus haute importance théologique. Le paradoxe que cette affirmation comporte n'est que d'apparence un paradoxe, puisque le fragment théologico-politique rédigé 17 ans avant les thèses sur le concept de l'histoire, c'est-à-dire en 1923, nous enseignait clairement que l'ordre du profane doit être orienté selon l'idéal de la félicité, du bonheur, donc selon une utopie et une idée de la félicité qui serait émanante à l'idée de la rédemption, donc au moment proprement dit théologique de l'accomplissement messianique de l'histoire. Donc cette dimension théologique du marxisme de Benjamin prend ses contours encore plus précis si nous rendons compte qu'un autre concept clé de ce messianisme et de cette théologie matérialiste de l'histoire, à savoir le concept d'eschaton, devrait être également interprété dans une connotation théologique, mais non pas exclusivement parce que l'autre dimension importante de ce concept, à savoir le concept marxien de la société sans classe, reste toujours valable pour Walter Benjamin et continue de figurer pour lui à l'ordre du jour du processus historique total, au même titre que l'idée rédemptrice du messianisme juif. Par conséquent, l'agir politique du propre modèle, le progrès de l'histoire, ne peut pas produire plus que les conditions préalables d'un ordre nouveau selon l'idée de félicité et non pas cet ordre même. Au fur et à mesure où la révolution, en tant que résultat du processus historique, signifie elle-même la production de cet ordre, la promesse marxienne de la félicité et du bonheur revêtira nécessairement une dimension théologique, voire, devrait-on conclure logiquement, la dimension théologique revêtira sa dimension politique marxienne. Cet enchevêtrement de la perspective historico-matérialiste avec la perspective théologique s'effectue cependant donc chez Benjamin sous la réserve qu'aucune médiation organique entre la sphère de la réalité historique et la sphère du royaume messianique semble être imaginable chez Walter Benjamin à mesure où la métamorphose d'une sphère dans l'autre est conçue exclusivement comme un renversement subi, foudroyant, conformément à l'idée de la tendance apocalyptique du messianisme juif, selon laquelle l'arrivée du Messia coïnciderait nécessairement avec la fin du règne terrestre et sa disparition dans une apocalypse salutaire, renversant l'ordre du monde existant.
Donc cette philosophie eschatologique de l'histoire est constituée, comme la littérature sur Walter Benjamin le constate quasi unanimement, par la présence simultanément dans sa pensée de trois tendances et de trois éléments hétérogènes. Premièrement, donc, il y a l'élément matérialiste historique. Deuxièmement, il y a l'élément utopique, l'idée du bonheur, donc privilégié par Ernest Bloch. Troisièmement, la dimension apocalyptique messianique. Tous les trois sont enchevêtrés de telle façon que cette philosophie de l'histoire réalise, premièrement, sa prétention d'être matérialiste, voire marxiste, avant tout par le fait qu'elle exprime l'attente, l'espérance de la révolution sociale, au moins aussi clairement que les classiques du marxisme, Marx, Engels, etc. Et deuxièmement, parce qu'elle est sans doute utopique, dans la mesure où elle identifie, comme Marx et Ernst Bloch, la fin du règne de la nécessité et le commencement du royaume de la liberté, avec un processus irrésistible immanent à la dynamique historique et avec le but final de l'évolution historique, donc la réalisation du bonheur de tous, conçu comme la libre détermination de tous ceux qui travaillent et qui produisent, et comme la fin définitive de toute aliénation par le travail, les rapports de production, etc. Troisièmement, elle s'affirme comme messianique et apocalyptique, dans la mesure où, au sein même de la conception de l'histoire, l'idée marxiste-socialiste du progrès risque de s'effondrer dans l'idée de l'obscurcissement progressif de l'histoire et du monde à l'ère de la modernité, suite à la guerre, à la dévastation, au génocide, au chaos et à la barbarie qui transforment le monde de la civilisation progressivement en un champ de ruines, comme si l'évolution historique de la rationalité culminant dans le progrès industriel et technologique du 19e et du 20e siècle, prouvait sa perversion définitive dans les diverses formes d'irrationalisme politique faisant irruption sur la scène philosophique du début du siècle. Donc c'est traité de manière vraiment humblement. Ça renvoie à la dialectique de la raison d'Adorno et de Horkheim. C'est cela l'ange de l'histoire de Walter Benjamin, celui du tableau de Paul Klee, cité dans la 9e thèse. Je cite, les yeux de cet ange sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Donc, celui des grands philosophes. Maintenant, je vais faire un bond. Benjamin, non, mais je veux... Donc, de là jusqu'à ce grand philosophe, celui des grands philosophes allemands du XXe siècle, qui le premier a réagi et répliqué à cette thèse de Walter Benjamin et sa conception évidemment pessimiste du progrès, c'est incontestablement Ernst Bloch. Ernst Bloch, 1885 à 1977, mort à Tübingen, à l'âge de 92 ans, en 1977. Malheureusement pas assez lu en France, ce qui est à mon avis toujours une très grande injustice. Oh, que Benjamin et Bloch étaient des amis, comme Adorno et Benjamin étaient des amis. Mais évidemment, dans son essai intitulé « Différenciation relative au concept du progrès », publié dans le premier volume de l'introduction tübingoise à la philosophie, Tübinger Einleitung in die Philosophie, Ernst Bloch cible lui aussi, comme Walter Benjamin, sur le concept du progrès continu et linéaire, de l'historicisme, mais tout en partageant le penchant benjaminien vers une synthèse entre le matérialisme historique, le messianisme juif et l'apocalypse utopique, il lui oppose non pas, comme Benjamin, une théorie de l'interruption messianique et révolutionnaire du processus historique par la faible force messianique des opprimés, mais il lui oppose une théorie du temps de tendance, du temps tendanciel, Tendenzzeit. Autrement dit, c'est d'un temps qualitatif s'opposant à la conception mécaniciste de la progression continue et mesurable du temps selon le modèle de l'horloge ou celui de la roue de l'histoire. Et ainsi, donc, il s'oppose lui aussi absolument à cette conception du temps homogène de l'historicisme en préconisant le contre-concept d'un temps élastique remplissant l'espace.
Selon Bloch, il est absolument nécessaire d'imposer au temps conçu comme un flux continu permanent, comme durée, comme dirait Bergson, ce changement de mesure, Taktwechsel, afin de pouvoir cerner d'une manière adéquate le temps historique et ses divers temps. Autrement dit, pour Ernst Bloch, l'auteur de la grande trilogie philosophique Le Principe Espérance, le temps, c'est une horloge sans aiguille, déployant ses tendances dans un espace multidimensionnel, échappant aux équations mathématico-physicalistes. Et cite cependant, à l'appui de sa thèse, Albert Einstein, qui dans sa théorie de la relativité avait souligné que chaque endroit a son propre temps. Par conséquent, donc, toute quantification du temps sur le concept d'une nature mathématisée de la physique déclasserait le temps. Chaque ici et maintenant est déterminé, conclut Bloch, par l'union de ces 4 coordonnées du temps, mais ce qu'on appelle communément le temps, cela a bien un caractère particulier. Et bien sûr, Bloch pense aussi, comme Benjamin, au temps messianique. Or, dans ce contexte précis, Ernst Bloch évoque non seulement le concept du temps tendanciel, Tendenzzeit, mais aussi celui du temps kairos, le temps du Dieu juif, de Yahvé, se révélant à Moïse dans le livre Bereshit, le livre de la Genèse, par la célèbre phrase « Ehyeh Asher Ehyeh, je suis celui que je serai ». Et le temps kairos de Thomas Müntzer, le théologien de la Révolution et rival de Luther, à l'époque de la grande guerre des paysans en Allemagne au XVIe siècle, en définissant ce temps comme le temps s'attestant lui-même, autrement dit, comme le temps rempli. C'est ça le temps, kairos. C'est pour prouver la thèse qu'il existe bien dans l'ensemble chronologique des périodes historiques respectives, des structures temporelles variées, permettant précisément de subsumer les progrès de l'économie, de la technique et de l'art sous un dénominateur commun. Or, Ernst Bloch défend, comme nous avons vu, autrement que Benjamin, un concept de temps dialectique et de temps élastique, en soulignant que le progrès n'avance pas sous la forme d'une progression temporelle homogène, mais sous la forme de plusieurs niveaux de temps échafaudés, situés l'un au-dessous de l'autre. Il progresse, il court, pour ainsi dire, sous la forme d'une unité extériorisant l'humain sous les multiples formes. Et ce temps uni du processus historique germe ou est partout en gestation comme forme d'expression temporelle d'une identité naissante, à savoir de l'inaliéné dans le rapport de l'homme à l'homme et de l'homme à la nature. En outre, toujours selon Ernst Bloch, donc le concept de progrès implique toujours un vers ou un, comme il dit, un pourquoi, un wozu en allemand, c'est-à-dire un but à vouloir, pour lequel il faut combattre, et qui n'est pas encore atteint. Sans cela, le progrès n'est pas du tout possible, n'est pas du tout imaginable. Mais ce but implique, affirme Ernst Bloch, nécessairement un sens de l'événement et surtout du travail humain. Ce qui veut dire que celui qui ignore la réalité de ce sens, celui-là supprime le contenu même du concept de progrès. Parce que le sens de la volonté du progrès réside précisément dans la possibilité objective réelle et de la tendance de réalisation telle qu'elle est possible dans le sens et par conséquent la perspective telle qu'elle est possible dans le monde à transformer, comme elle incarne aussi la tendance de bon but dans la capacité de perfectionnement du monde. Et cette perspective est a priori orientée vers le totum, dit Bloch. Mais afin de pouvoir le saisir, il faudrait au préalable qu'il y ait une conscience de ce sens utopique et réel. Mais le sens de l'histoire humaine est bien, et là, Ernst Bloch rejoint en effet Marx, la construction de l'empire de la liberté. Par conséquent, pour Ernst Bloch, le concept de progrès ne peut pas être fondé sur celui de catastrophe, contredit Benjamin. Mais l'optimisme militant blochien, un concept que Benjamin a catégoriquement refusé et substitué par un concept de pessimisme historique, fondé sur les faibles tendances messianiques de l'histoire, cet optimisme militant, souligne Bloch, représentant le côté subjectif du progrès réel, implique toujours la recherche du but, du côté objectif, dans l'ensemble de l'être, en progression, dans lequel il n'y aurait pas de conscience progressiste. Mais le progrès, conclut Ernst Bloch, a nécessairement une trajectoire polyrythmique et polyphone dans notre monde, devenu multipolaire, parce que le concept de progrès de l'Occident
ce soleil qui s'est levé en Europe, avec tout ce qu'il a produit comme révolution, ne concerne pas que l'Europe, concerne le monde, le globe entier. Et c'est pourquoi Ernst Bloch résumera, à la fin de l'introduction tubingoise à la philosophie, sa pensée du progrès en 7 thèses, répliquant aux 18 thèses de Walter Benjamin sur le concept de l'histoire, en soulignant dans ces 2 premières thèses que le concept de progrès nous est si cher parce qu'il doit toujours être l'objet d'une méthode et d'une étude concernant sa mission sociale, même si un usage abusif de ce concept peut toujours être fait, par exemple en tant qu'idéologie du colonialisme. Évidemment, le colonialisme a été pratiqué donc, en utilisant ce concept du progrès de la civilisation occidentale pour soumettre donc, à la domination, à une domination coloniale, des peuples du tiers. Troisièmement, donc, le concept de progrès, au lieu d'être fixé sur un modèle linéaire et homogène, a absolument besoin d'un multiversum large, élastique et dynamique, à savoir d'un contrepoint enchevêtré avec les diverses voies de l'histoire. On doit aussi percevoir et reconnaître le contenu du progrès réel dans toute sa richesse et profondeur, si bien que les peuples et civilisations du monde entier y trouvent leur juste place. C'est l'essence de la thèse 5e de Ernst Bloch sur le progrès, donc le contenu du but n'est rien d'autre qu'un dit Bloch humanum utopico concret, 6e thèse, parce que les cultures et civilisations du passé et du présent convergent toutes dans un humanum à anticiper, n'étant encore nulle part suffisamment réalisé, mais il est toujours présent. C'est la ferme conviction d'Ernst Bloch dans l'immanence des possibilités réelles de l'homme et de la nature. Thèse 7e. Donc, ces 7 thèses d'Ernst Bloch, apparemment écrites en réplique aux thèses sur le concept de l'histoire de Walter Benjamin, datent de l'année 1963. Donc, il venait de quitter la RDA, l'Allemagne de l'Est, il y a 2 ans, donc en 1961, au moment de la construction du mur de Berlin. Donc, ces thèses n'ont absolument eu aucun impact réel. Ils n'ont pas eu de façon connue l'impact réel qu'ils auraient mérité. Alors que dans les années 90, on portait au nu Benjamin en le vénérant comme le véritable grand héros tragique des temps modernes, donc il s'est suicidé à la frontière franco-espagnole, à Portbou, en septembre 1940. Cette réponse d'Ernst Bloch étant en un sens une tentative de sauvetage du concept de progrès pour une philosophie sociale critique, matérialiste, sous la forme de ces 7 thèses, a été complètement passée sous silence. Complètement passée sous silence. Je suis le seul ici en France, en Europe, qui en parle. Je suis le seul. Personne. Bizarre. Évidemment, il n'y avait plus aucune conjoncture porteuse de cette argumentation. Aucune. Suite à la publication de ces différenciations relatives au concept de progrès, publiées par Ernst Bloch en 1963, 2 ans après son départ de l'Allemagne de l'Est. Et entre-temps, et cela mérite d'être souligné, il s'était produit, sans nul doute, sous l'effet des 18 thèses benjaminiennes sur l'histoire, mais aussi à cause des écrits de Günther Anders et de Hans Jonas, ce qu'on pourrait appeler un effondrement de la conception classique et traditionnelle du progrès en Europe, auquel le pessimisme civilisationnel de l'école de Francfort a sans nul doute aussi beaucoup contribué. Adorno, pourtant portant pratiquement à lui seul l'héritage littéraire et philosophique de Walter Benjamin dans les années 50 et 60, a été évidemment beaucoup influencé par ces thèses. Et la dialectique négative en est incontestablement la meilleure attestation. Mais c'est Günther Anders qui pousse, pour ainsi dire, le bouchon le plus loin dans la contestation d'un concept de progrès qui a été pendant plus d'un siècle celle de la gauche, mais qui, après Auschwitz, après Hiroshima et après Fukushima, ne semble plus être d'actualité. Günther Anders, je l'ai rappelé dans mon livre « Principe responsabilité » ou « Principe espérance », publié au bord de l'eau en 2011, était un visionnaire et prophète qui ne cessa de nous rappeler dans ses ouvrages le danger imminent pour l'humanité tout entière d'une apocalypse nucléaire et dont les écrits sont, pour une grande partie, le témoignage d'une conscience hautement sensible, à la fois torturée et révoltée par les crimes contre l'humanité commis à l'ère du nazisme,
à cause de la complicité de la technique moderne et d'une politique devenue criminelle et par les menaces destructrices émanant des nouvelles technologies. C'était pour ainsi dire une Cassandre qui, dans son chef-d'œuvre L'obsolescence de l'homme, publié donc en allemand en 1956, mais traduit très tardivement en France, seulement après 2000, ne cessait de dénoncer la déshumanisation de notre monde robotisé et le prométhéisme perverti de la troisième révolution industrielle, face à laquelle l'homme devient un être obsolète. Anders ne cessait, en tant que pacifiste, de dénoncer le grand danger de la prolifération nucléaire, risquant de permettre un jour à un tyran fou de détruire l'humanité tout entière, provoquant le globocide. À l'optimisme militant d'un Ernst Bloch, il opposait une sorte de catastrophisme éclairé, fondé sur une anthropologie négative, qui nous invite inlassablement à nous réveiller de notre sommeil dogmatique, afin que nous puissions enfin prendre conscience de ce choc de la contingence qui marque profondément l'existence de l'homme moderne à l'ère d'Auschwitz et de Hiroshima. Et cette prise de conscience implique nécessairement la conscience du potentiel de destructivité de l'humanité émanant aux technologies modernes avancées de l'ère nucléaire. Anders critique aussi la désubjectivation téléguidée de la conscience des hommes modernes, réifiée par leur travail et par le flux organisé des paroles et des images de la télévision et de la radio, qui ne pénètrent plus de la conscience, mais garantissent seulement la mobilité de l'appareil sensoriel, en transformant le domicile privé en cinéma. Les appareils qui parlent à notre place aujourd'hui nous transforment en mineurs et en serfs, manipulés par le pouvoir. Donc selon Anders, la seule possession de la bombe atomique rend déjà ceux qui la possèdent coupables de nihilisme, d'un nihilisme à l'échelle globale. En renforçant encore le scepticisme à l'égard du progrès, déjà exprimé par Walter Benjamin dans cette thèse, Anders rend effectivement l'optimisme du progrès, celui des Lumières et du XIXe siècle, responsable de cette incapacité d'éprouver l'angoisse et de penser l'apocalypse, et dans un sens plus large de cette abdication devant le nihilisme moderne. Car cette pensée du progrès a, dit-il, tout simplement éliminé la négativité. Tout ce qui était négatif était relégué dans le passé. On n'était pas préparé à une fin mauvaise, parce que ni le mal ni la fin n'existaient. L'idée d'une fin mauvaise était aussi inconcevable que l'idée d'un univers spatial fini. Défiant, comme aussi Hans Jonas, dans son livre Le principe responsabilité, la pensée messianique de l'utopie concrète d'Ernst Bloch, Anders oppose donc avec cette pensée de l'apocalypse nucléaire un pessimisme critique radical à l'optimisme militant du principe espérance. Étant convaincu que la théorie blochienne d'une alliance de l'homme avec la nature et la technique est trop naïve et serait en outre démentie en permanence par les catastrophes causées par les technologies avancées intervenues depuis 1945. Anders n'évoque pas encore la catastrophe climatique, qui figure aujourd'hui au centre même des préoccupations et mises en garde écologistes. Mais les incidents des réacteurs nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, intervenus en 1986 et en 2011, ainsi que les tests nucléaires auxquels a procédé ces dernières années la Corée du Nord, semblent donner a posteriori raison aux thèses d'Anders. Et sur le plan philosophique, le plaidoyer de Hans Jonas en faveur d'une heuristique de la peur semble en effet venir plutôt au secours d'Anders dans sa polémique contre Ernst Bloch. Donc j'arrive à la conclusion, va-t-il donc falloir en conséquence abandonner et enterrer complètement et définitivement avec le principe d'espérance d'Ernst Bloch, comme le suggèrent Günther Anders et Hans Jonas, la conception classique du progrès, à savoir celle de Condorcet, de Kant, d'Auguste Comte, de Saint-Simon et de Marx, et de le substituer par le concept de catastrophisme éclairé. Il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, mais comme nous vivons incontestablement aujourd'hui dans une époque de la grande désillusion, qui est devenue un phénomène, je dirais, politico-psychologico-social généralisé, qui frappe non seulement les partis politiques, mais l'ensemble de la société,
il serait peut-être conseillé, en guise de réponse, de rappeler en conclusion que, comme nous l'avons vu à travers cette revue historico-philosophique concernant le concept du progrès, depuis ses origines au XVIIIe siècle jusqu'à sa mise en cause radicale au XXe siècle, que le progrès, ce n'est pas une roue qu'on pourrait tourner en arrière comme des aiguilles d'une horloge, mais qu'il pourrait, à la rigueur, être comparé, dirais-je, à la locomotive tirant les wagons, symbolisant les différentes époques historiques de l'évolution de l'humanité. Or, ce train tiré par la locomotive appelé le progrès, il risque bien, à l'heure de la catastrophe climatique causée par l'augmentation constante des gaz à effet de serre, de dérailler, si, pour rester dans la perspective de Walter Benjamin, le frein d'émergence causant une interruption messianique de ce processus fatal n'est pas bientôt tiré pour arrêter la chute imminente de ce train dans l'abîme. Donc, un dernier mot aussi, donc, notamment sur le problème de l'Europe, sur la crise de l'Europe face à la montée du populisme, des nationalismes qui risquent de détruire ce qui a été patiemment construit pendant les 5 dernières années. Évidemment, c'est aussi une énorme défaite pour le progrès et l'esprit de progrès, c'est-à-dire l'Union européenne qui, mettant définitivement fin au conflit franco-allemand, a garanti la paix en Europe depuis 40 ans. Jürgen Habermas a sans nul doute raison de souligner, je pense, que nous ne pouvons faire face de manière offensive aux défis et risques d'un monde en rupture que si nous renforçons l'Europe plutôt que de chercher à exploiter au prix d'un vieux populisme les angoisses bien compréhensibles de la population. Évidemment, il nous faut aujourd'hui, après le non des Français et des Hollandais en 2005 au projet d'une constitution européenne, après le Brexit de cette année, faire quelque chose pour amener l'Europe à faire rêver à nouveau, ce qui exige la création rapide d'un espace public européen, ainsi qu'une réflexion suivie sur l'identité européenne, pas sur l'identité nationale, sur l'identité européenne. En outre, pour éviter que l'Europe ne se désagrège, les pays du noyau dur de l'Europe, Allemagne, Benelux, France, Italie, devraient sans tarder mettre en branle le mécanisme de coopération renforcée décidé à Nice afin d'initier dans une Europe à plusieurs vitesses non seulement une politique étrangère commune, mais également une politique de sécurité et de défense commune. Mais il faudrait surtout, comme je l'ai souligné dans mon dernier livre, afin de combler le déficit démocratique, articuler beaucoup plus la Commission européenne aux décisions prises par les citoyennes et citoyens européens. Même si cela nécessite une modification des traités européens actuels, les élus européens devraient, en rompant avec une attitude corporatiste malheureusement trop répandue, aller beaucoup plus au-devant de leurs électeurs pour discuter publiquement avec eux, dans des forums, des agoras, des problèmes européens. Il faudrait mettre fin à une situation où les élections européennes servent avant tout de prétexte pour sanctionner des gouvernements nationaux, comme on a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne. C'est dans cette perspective qu'on pourrait, à mon avis, procéder bientôt en déclenchant une contre-offensive démocratique et européenne contre les souverainistes et les nationalistes europhobes de tous bords, à une refondation de l'Europe, de l'esprit européen et du progrès en même temps, avec, si possible, une relégitimation démocratique des instances européennes. Alors, dernière réflexion, si vous permettez, on peut encore parler 10 minutes, 5 minutes, hein, 5 minutes, parce que ça pourrait plutôt encore sauver le progrès. C'est encore une idée. Donc, je pense, évidemment, qu'on ne peut être tout à fait d'accord avec le constat du sociologue allemand Peter Wagner, que si l'idée de progrès a guidé l'action sociale et politique moderne depuis les Lumières, et c'est aujourd'hui considérablement affaibli, et que le fait que le progrès n'ait plus d'attrait ni de contour, qu'il ne fasse plus consensus pour les progressistes, eh bien, un facteur central de la fermeture des possibles. Là, je pense que Peter Wagner a aussi raison d'affirmer que ce doute tout à fait légitime vis-à-vis du progrès a renforcé à son insu le discours hégémonique sur l'absence d'alternative et sur la fin de l'histoire, dit Fukuyama. Donc,
et les néoconservateurs et les néolibéraux en Amérique et en Europe sont incontestablement ceux qui, aujourd'hui, profitent le plus, politiquement parlant, de cette situation. Faut-il donc tout simplement abandonner le progrès ou doit-on s'orienter, malgré tout, plutôt vers une refondation du concept du progrès? Le problème, il est là. En vrai, il me semble évident donc, qu'à court ou long terme, il est difficile pour la pensée progressiste en général, qui ne peut pas être déconnectée de la tradition de l'optimisme du progrès des Lumières et de la laïcité, et d'une pensée du progrès politique et social, guidée par l'idée de l'émancipation et de l'autonomie, qui a marqué l'histoire sociale et politique du 19e, une grande partie du 20e siècle. Donc il ne peut pas, c'est pas évident d'abandonner complètement l'idéal du progrès, même si personne, depuis la critique benjaminienne, croit plus réellement dans le progrès continu et linéaire, qui était une fois le grand credo de la social-démocratie. C'est la raison pourquoi je crois, comme Peter Wagner, que le progrès est toujours à la fois nécessaire et possible. Il doit en conséquence être réactivé à partir de deux matrices, que sont la critique et l'imagination, notamment par l'imagination utopique, dirais-je, à savoir celle qu'invoque Ernst Bloch dans le principe d'espérance. Il faut pouvoir oser réaliser ce que Ernst Bloch appelle l'utopie concrète, c'est-à-dire les rêves et images de souhait d'un monde meilleur, plus humain, moins froid, moins injuste, moins égoïste, pour reconstruire l'humain dans un monde administré, surdéterminé par une rationalité froide et fonctionnelle, celle du capitalisme néolibéral, trop fondé sur l'individualisme, sur la concurrence, sur l'argent. Ce n'est pas facile à faire, je le sais, car nous sommes tous, comme le disait déjà Max Weber, enfermés dans la cage d'acier de nos sociétés bureaucratiques de consommation. Nous sommes tous trop aliénés par la domination de la marchandise et de l'argent et des médias sur les consciences, et par les contraintes de la vie moderne dans les grandes villes. Mais nous devrions quand même, malgré toutes les régressions enregistrées ces derniers temps, évidemment le Brexit et l'élection récente du milliardaire Donald Trump comme président des États-Unis sont des régressions dangereuses. Malgré tout, donc, nous ne devions pas, malgré toutes les défaites du progressisme et des mouvements progressistes dans le passé et le présent, nous devions quand même jamais cesser d'apprendre à espérer. Car espérer dans un sens actif et militant n'a rien à voir avec l'attente passive et craintive du malheur et de la catastrophe, mais signifie, comme nous l'a précisément enseigné le philosophe Ernst Bloch, dont j'ai été l'étudiant à l'université de Tübingen en Allemagne dans les années 60, résister et orienter les rêves éveillés de la conscience anticipante vers une praxis libératrice et émancipatrice. Et ainsi, comme le souligne Peter Wagner, nous pourrions peut-être assister aujourd'hui au milieu d'un monde de plus en plus chaotique, de plus en plus injuste, de plus en plus déchiré par des conflits sociaux et politiques, par des crises climatiques et écologiques, par des guerres, d'un monde de plus en plus violent, de plus en plus intolérant et inégalitaire, à l'émergence d'une capacité à l'autodétermination collective qui est bien la condition, mais aussi l'horizon de tous les autres progrès possibles. La résignation ne peut pas être la solution, même si tout est fait dans cette société pour nous décourager, pour nous métamorphoser en témoins et spectateurs passifs et impuissants des grandes transformations économiques, politiques et sociales de nos sociétés contemporaines, marquées aussi par une profonde crise du système politique de notre démocratie fondée sur la représentativité indirecte. Seule l'articulation du courage civil, de la lutte individuelle et collective pour l'émancipation et la justice sociale, avec la résilience et la résistance sous de multiples formes contre les populismes souverainistes et nationalistes, contre le racisme, la xénophobie et les régimes autoritaires, peut encore sauver le progrès. Aujourd'hui, on ne peut que sauver le progrès. Ça permettra peut-être de sauver le progrès et en même temps l'espérance.